Où sont le cheval et le cavalier? Où est le corps qui sonnait? Ils sont passés comme la pluie sur les montagnes, comme un vent dans les prairies. Les jours sont descendus à l'ouest, derrière les collines dans l'ombre. Comment en est-on arrivé là? Et où était le Gondor quand l'Ouest Fold est tombé? Où était le Gondor quand les ennemis du Rohan l'ont encerclé? Où étiez-vous, Cyril et Fix? Et vous, chers auditeurs, où étiez-vous en ces temps de malheur? Peu importe où vous étiez, car aujourd'hui, le Gondor appelle à l'aide, et le Rohan répond. Nous retrouvons nos cavaliers préférés dans leur course effrénée jusqu'aux abords de Minas Tirith pour mener leur, peut-être, ultime bataille. Comment allez-vous? Écoute, très bien. Je suis très heureux de vous retrouver à nouveau. Voilà. Alors moi j'étais chez Ikea, j'avais prévenu bien à l'avance, donc voilà. Ah, c'est là que tu étais à ce moment-là. Ouais, T'es resté ouais. longtemps chez Ikea, hein, comme si tu peux me J'ai permettre. envoyé un mail, donc Ah. mais ça va très bien. Ben moi aussi ça va super bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode qui nous amènera jusqu'aux portes de la Cité Blanche, mais pas encore dedans. Alors si notre travail vous plaît, chers auditeurs, chères auditrices, je vous invite à nous suivre sur nos pages Instagram et Facebook, nous laisser une note sur votre plateforme d'écoute, et si vous voulez nous soutenir par un petit don, cela se passe toujours sur Tipeee. Sans plus attendre, car nous avons fort à faire, plongeons-nous dans ce 5e chapitre du Retour du Roi, la chevauchée des Rohirrim. Chapitre 5. La chevauchée des Rohirrim. Il fait sombre et Merry est couché sur le sol, enroulé dans une couverture. Il n'y voit rien. Au loin, il se met à entendre de nouveau un son semblable à celui des tambours étouffés dans les collines boisées et les contreforts de la montagne. Le battement s'arrête soudain pour reprendre en quelques autres points, tantôt plus près, tantôt plus loin. Il peut sentir les chevaux autour de lui, leurs mouvements et leurs doux piétinements sur le sol couvert d'aiguilles de pin. L'armée bivouaque dans une forêt de pins qui entoure la colline du feu d'alarme d'Elenac dans la forêt de Druadan. Et donc ça, vous pouvez voir ça sur une carte, ce n'est pas très très loin de Minas Tirith. Ils ont déjà en fait... là on retrouve évidemment donc, toute l'armée de Théoden avec tous les cavaliers qui se rendent à Minas Tirith, et ils ont longé en fait toutes les montagnes blanches pour arriver vers Minas Tirith. Ils s'arrêtent, c'est leur dernier point d'arrêt, dans une forêt juste au nord-ouest de Minas Tirith. Une forêt totalement anodine dans laquelle ils ne vont rencontrer personne. C'est ça. D'autant plus que cette forêt, c'est la forêt druadine, c'est ça que tu me dis? Druadan. Druadan, oui, voilà, ça ne fait pas du tout penser au nom d'un peuple qui aurait laissé quelque part, tout proche de là, des statues d'eux-mêmes. Ouais tiens, c'est fou ça. Merry avait chevauché maintenant 4 jours durant. Il commence à se demander pourquoi il a été si avide de venir alors qu'on lui a fourni toutes les excuses et jusqu'à l'ordre de son seigneur de rester derrière. Curieusement, Elfelm, le maréchal qui commande la troupe avec laquelle Merry chevauche, ainsi que tous ses hommes, ne tiennent aucun compte de Merry. Et jusqu'ici, on fait mine de ne pas l'entendre lorsqu'il parlait. Merry se demande s'il existe un accord entre Dernhelm, l'homme avec lequel il chevauche, et Elfelm, le maréchal. Malgré tout, Merry se sent trop petit, intrus et seul. Dernhelm n'est d'aucun réconfort, ne parlant jamais. Et le moment est à présent à l'inquiétude, l'armée étant en danger. Il se trouve à moins d'un jour des défenses extérieures de Minas Tirith. Des éclaireurs ont été envoyés en avant, certains n'ont pas reparu. D'autres revenus en hâte ont annoncé que la route est tenue en force par l'ennemi. Le roi et Éomer tiennent conseil pendant les veilles de nuit. Merry finit par se lever pour écouter les tambours, plus proches à présent. Il perçoit des mouvements proches de lui. Certains hommes s'agitent. Il entend bientôt des voix qui parlent bas. Une haute figure surgit et trébuche sur lui, maudissant les racines des arbres. C'est le maréchal Elfelm. « Je ne suis pas une racine, monsieur, ni un sac, mais un hobbit meurtri. Le moins que vous puissiez faire en compensation, c'est de me dire ce qui est sur pied. » Le seigneur fait dire que nous devons nous tenir prêts. Il peut venir un ordre de mouvement brusqué. « L'ennemi vient-il donc ?» demande Merry. « Est-ce leur tambour que nous entendons ?»« Non, non. L'ennemi est sur la route, non dans les collines. Vous entendez les Vos. Vos. Je sais pas comment ça se dit, c'est un W. Nous, à la belge, on dirait un Wos. Mais à la française, je suppose que vous direz les Vos. Voilà. Donc là, vous entendez les Vos, les hommes sauvages des bois. C'est ainsi qu'ils se parlent de loin. Ils hantent toujours la forêt de Druadan, dit-on. Ils sont investis du temps passé. Ils vivent en petit nombre et secrètement, sauvages et aussi méfiants que des bêtes. Ils ne partent pas en guerre contre le Gondor ou la Marche, mais ils sont inquiets à présent de l'obscurité et de la venue des orques.
Ils craignent un retour des années sombres qui paraît assez probable. Soyons heureux qu'ils ne soient pas après nous, car ils se servent de flèches empoisonnées, à ce qu'on dit, et ce sont des chasseurs incomparables. Ils ont offert leur service à Théoden. En ce moment même, on amène un de leurs chefs devant le roi. Voilà la lumière là-bas. C'est tout ce que j'ai entendu dire. Maintenant, je dois m'occuper des ordres de monseigneur. Prenez vos clics et vos claques, maître Sac. Merry n'aime guère ses propos sur les hommes sauvages et leurs flèches empoisonnées, et une grande peur pèse sur lui. Il brûle de savoir ce qui va se passer. Il se lève alors et se met avec précaution à la poursuite de la dernière lanterne, avant qu'elle ne disparaisse parmi les arbres. Il arrive bientôt à un espace découvert où une petite tente a été montée pour le roi sous un grand arbre. Une grosse lanterne couverte au-dessus est suspendue à une branche et jette un pâle cercle de lumière. Là se tiennent Théoden et Éomer, et devant eux est accroupie sur le sol une étrange forme d'homme, noueuse comme une pierre, et les poils de sa maigre barbe sont éparpillés sur son menton plein de bosses comme de la mousse sèche. Il a les jambes courtes et de gros bras, épais et trapus. Il ne porte pour tout vêtement qu'une ceinture d'herbe autour de la taille. Merry a l'impression de l'avoir déjà vu quelque part, et il se rappelle soudain les biscornus de Donarrow, les fameuses statues. Il a devant lui l'une de ces vieilles images amenées à la vie, ou peut-être une créature descendue en droite ligne au cours d'années sans fin, des modèles utilisés par les artisans oubliés de jadis. Et c'est donc ça que je vous disais il y a de ça 2 ou 3 épisodes, je ne sais plus, quand on avait rencontré ces biscornus sur la route de Donarrow. C'était dans le rassemblement du Rohan, tout Ouais. à fait, dans le chapitre 3. Et je vous disais que effectivement, ces statues se référaient à ce fameux peuple, les Druidins, que nous sommes en train de rencontrer maintenant, et que effectivement aucun des gens des... Ne fait le rapprochement à part Merry. Non, que Merry, et c'est juste voilà, notifié juste à ce moment-là par Tolkien. On ne le dira plus jamais après, mais effectivement, on peut en déduire que Merry, lui, fait la déduction que c'est bien des statues en fait des Druidins, un peuple Alors, il sera très dit, vieux. Ouais, il sera dit plus tard que c'est un peuple qui était là donc avant même les premiers hommes, je pense, enfin avant même d'office que les Numénoriens viennent de la mer. Oui, c'est en eux fait, qui le disent. En fait, ils font partie, c'est des descendants des... En fait, c'est un peuple des tout premiers hommes de la c'est Terre ça, du Milieu qui sont arrivés, ils ont été au Beleriand avec le peuple d'Alet à l'époque, ils sont un peu éparpillés, ils se sont un peu introduits dans certaines peuplades, etc. Mais la plupart n'ont pas été à Numénor après la chute du Beleriand et ont vivent depuis toujours en fait dans ces montagnes en Terre du Milieu. Ils ont connu donc l'arrivée des Numénoréens qui sont rescapés de Numénor. Il y en a certains qui ont été à Numénor, qui vivaient en Beleriand et qui ont suivi les hommes numénoréens. Il y en a certains, mais ils ont quitté Numénor avant sa chute, et on dit qu'ils auraient quitté Numénor après que le roi... Alors je retombe plus sur son nom, je le retrouverai après, mais ce roi qui avait battu les armées de Sauron dans le sud, dans les terres du Harad, et il avait ramené Sauron à Numénor, Oui, c'est ça. en prisonnier, Mhm. et puis Sauron l'avait séduit, etc. Et il avait fait de Numénor un culte autour de Morgoth, mais il l'avait ramené comme prisonnier à ce moment-là. Et il semblerait que les derniers druidins qui vivaient à Numénor auraient soit quitté parti à ce moment-là. en disant ouais, pas chaud, restez avec ces gars-là. Mais Duke, est-ce qu'il se peut que certains alors je suppose que c'est pas les mêmes druidins qui sont retournés vivre dans les bois. Une partie. Ah ouais. Et donc est-ce qu'ils se sont bénis d'une longue vie? Une très, très légère partie alors. C'est vraiment quelques druidins Ouais, qui c'est ont ça, été c'est à Numénor. quelques-uns. Mais ça veut dire que c'est aussi eux qui ont pris la décision de ne pas aller à Numénor. Ouais. Ils se sont Bah, en fait- battus en Beleriand, si je comprends. Non, justement, la plupart Ah ne ouais. sont pas battus en Beleriand. Ils sont repartis très Ok, oui, vite c'est en Terre du Milieu, plus du côté des montagnes blanches, etc. Et ils vivent là depuis très longtemps. Et d'ailleurs, Donarrow est une de leurs constructions. Et c'est une des plus vieilles constructions de la Terre du Milieu. Donc ok. vraiment, et donc, ils sont très connus des elfes qui disent... Qui les connaissent très bien avec leurs flèches empoisonnées caractéristiques. Physiquement, ce sont des petits hommes, tout petits, qui assez trapus, avec très peu de poils, etc. Il y a eu des croisements entre les hommes numénoréens qui sont arrivés et eux. On le dit d'ailleurs, hein, les Gondoriens, certains ont été
en fait, c'est horrible d'utiliser ces termes en parlant d'humains, mais se sont mélangés à Ouais. des Oui, hommes, c'est des ça, hommes dans les sauvages, montagnes. les montagnes, ouais. etc. Et donc, ils sont plus petits de par leur taille à cause de ça. À la surprise de Merry, l'homme parle le parler commun, encore qu'avec hésitation et en y mêlant des mots bizarres. Non, père des cavaliers, nous ne nous battons pas. Chassons seulement. Tuons les gorgunes dans les bois. Détestons les orques. Vous détestez les gorgunes aussi. Nous aidons comme nous pouvons. Les hommes sauvages ont de longues oreilles et de longs yeux. Nous connaissons tous les sentiers. Les hommes sauvages habitaient ici avant les maisons de pierre, avant les hommes grands venus de l'eau. Là, Ouais, voilà. référence concrète à ce que je viens de Exactement, dire. ouais, Les c'est hommes ce grands que je venus de disais. l'eau, ce sont effectivement les Numénoréens qui se sont mélangés à eux. Et donc, ils sont devenus plus petits. Parce qu'ils se sont mélangés à des petits hommes petits. Ils font, selon les dires de Tolkien, à peu près 4 pieds, ce qui fait 1,20 m. Donc, Ils sont aussi petits que les hobbits, même plus. Non, ils sont un peu plus grands, un peu mais plus grands que les hobbits. Ah, c'est un peu plus grand, je Ouais. pensais que. Plus ou moins même la même taille, je Un dirais. peu, même. plus ou moins, ouais. Mais ils sont plus trapus. Ça doit être Ouais. plus varié que les hobbits, mais... Moins discret. ils sont aussi dits très discrets, Ah, d'accord. très bons chasseurs, très bons pisteurs aussi. Mais ils vont se. En lien avec un la peu nature, etc. Comme les rangers de Lithilienne, vont pouvoir se répandre dans la forêt en un instant. Il est peut-être d'ailleurs toujours possible, avec un peu de chance, d'observer un druidin dans la forêt près de chez vous. Ah oui, si vous vous baladez un petit peu. Et du coup, le terme gorgune qu'il utilise beaucoup, ce sont les orques dans leur langage à eux. Mais c'est de l'aide dans la bataille que nous avons besoin, dit Théomer. Comment vous et les vôtres nous aiderez-vous ? Apportez des nouvelles, dit l'homme sauvage. Nous regarderons des collines, nous grimpons haute montagne et regardons en bas. La cité de pierre est fermée, le feu brûle là dehors, maintenant dedans aussi. Vous voulez venir là ? Alors dépêchez-vous. Mais les gorgunes et les hommes venus de loin, il agita un bras court et noué en direction de l'est, se sont installés sur la route des chevaux. Beaucoup, beaucoup plus que les cavaliers. Comment le savez-vous ? demandait Homer. Les hommes sauvages sont sauvages, libres, mais pas des enfants, réplique l'homme. Je suis le grand chef Ganburigan. Je compte beaucoup de choses, les étoiles dans le ciel, les feuilles sur les arbres, les hommes dans l'obscurité. Vous avez une vingtaine de vingtaines, comptez 10 fois et 5 fois. Ils en ont davantage. Grande bataille. Et qui gagnera ? Et beaucoup d'autres marchent autour des murs des maisons de pierre. Hélas, son langage n'est que trop perspicace, dit Théoden. Et nos éclaireurs disent qu'ils ont creusé des tranchées et planté des pieux en travers de la route. Nous ne pouvons les balayer par une attaque brusquée. Laissez Ganburigan finir, dit l'homme sauvage. Il connaît plus d'une route. Il vous conduira par une route où il n'y a pas de fosse, où les gorgunes ne marchent pas, seulement les hommes sauvages et les bêtes. Beaucoup de chemins furent faits quand les gens des maisons de pierre étaient plus forts. Ils découpaient les collines comme les chasseurs découpent la chair des bêtes. Les hommes sauvages pensent qu'ils mangeaient la pierre comme nourriture. Ils traversaient Druadan vers le Rimon avec une grande charrette. Ils n'y vont plus. La route est oubliée, mais pas par les hommes sauvages. Par-dessus la colline et derrière la colline, elle existe toujours sous l'herbe et les arbres, là, derrière le Rimon, et redescendant sur le Din, et elle rejoint à la fin la route des cavaliers. Les hommes sauvages vous montreront cette route. Alors vous tuerez les gorgunes et chasserez le mauvais noir avec le fer brillant, et les hommes sauvages pourront retourner dormir dans la forêt sauvage. Et Homer et le roi s'entretiennent dans leur propre langue. Après quelque temps, Théoden se tourne vers l'homme sauvage et accepte son offre. Le péril est trop grand devant eux que pour attendre davantage. Si le roi en triomphe, ils laisseront les hommes sauvages tranquilles dans les forêts, et Ganburigan ira lui-même avec le père des cavaliers pour assurer sa bonne foi. Le chemin qu'ils auront à traverser dans la vallée fardière est relativement étroit et ne peut laisser passer que 4 chevaux de front, et d'après les calculs des Homères, ils en auront pour 10 heures de route. Il fait sombre, mais le jour se lève à l'est, et il faut partir dès que possible s'ils veulent avoir un faible espoir de secourir le Gondor. Merry, quant à lui, s'éloigne à pas de loup pour se préparer à l'ordre de marche. C'est la dernière étape avant la bataille. La victoire lui paraît improbable, mais la pensée de Pipin livré aux flammes de Minas Tirith lui donne un peu de courage pour continuer. Je suppose qu'il a envie de le sauver, mais... Oui, évidemment. c'est- Je veux voir Pipin brûler. Je veux y D'accord. arriver. Non, évidemment, c'est pour aller secourir son ami, hein. En tout cas essayer. Et tout va bien ce jour-là. Ils n'ont aucune indication, visuelle ou auditive, que l'ennemi les attend dans un guet-apens.
Les hommes sauvages ont envoyé des chasseurs attentifs, de façon qu'aucun orque ou espion rôdeur ne puisse discerner de mouvement dans les collines. La lumière se ternit à mesure qu'ils approchent. Les cavaliers passent en longue file et chaque compagnie est guidée par un homme des bois. Le vieux Gan toujours auprès du roi. Le départ est plus lent que prévu pour descendre dans la vallée fardière cachée. Une fois sortis de cette vallée, les fourrés devant eux offrent aux cavaliers leur dernier espoir d'abri avant l'entrée dans la bataille à découvert, car, au-delà, s'étend la route et les plaines de l'Anduin. La compagnie de tête reçoit l'ordre de faire halte, et à mesure que les files qui suivaient sortent de la vallée fardière, elles s'étalent et établissent des campements sous les arbres gris. Le roi appelle les capitaines pour un dernier conseil, tandis que les hommes sauvages terminent leur ronde aux environs. Les capitaines arrivent, en même temps que des nouvelles des hommes de Gan. L'approche devra être prudente, car encore de nombreux hommes campent sur la route qui les sépare de la cité. Les murs de la ville sont tombés, jetés à bas par les orques et leurs machines de guerre. Ils ne prennent à présent plus garde et ne regardent pas alentour. Ils se croient désormais seuls et invincibles, ce qui peut donner un avantage aux cavaliers du Rohan. L'obscurité qui a permis l'avancée des troupes du Mordor a facilité l'approche discrète des Rohirrim, et si l'ennemi venait à s'emparer de la cité, il ne pourrait se cacher derrière ces murs, maintenant détruits. Il faut cependant faire vite. Théoden remercie Gan Burigan pour l'aide de son peuple, lui promet d'anéantir autant d'orques, des Gargoun dans la langue des Druidins, et lui fait ses adieux. Alors qu'il quitte les hommes du Rohan pour ne jamais être revu, le vent semble tourner dans l'air, des tambours se font faiblement entendre au loin à l'est. Les capitaines apportent les informations suivantes. Quand l'armée arrivera à la route, elle tournera vers le sud et elle aura encore une trentaine de kilomètres à parcourir pour atteindre le premier mur. Sur presque tout le chemin, il y a beaucoup d'herbes de part et d'autre de la route. C'est sur cette section que les cavaliers pourront atteindre leur maximum de vitesse et sans faire grand bruit. Apprenant cela, Éomer, avec l'approbation du roi, propose que les troupes se reposent maintenant et qu'ils partent de nuit. Ils arriveront ainsi au plus clair de la matinée. Le roi acquiesce et les capitaines s'en vont, à l'exception du maréchal Elfelm, qui donne une nouvelle alarmante. Les éclaireurs rapportent la présence non loin de 2 hommes ainsi que leurs chevaux morts. Il s'agit de messagers du Gondor, décapités, et l'un d'entre eux serre encore dans sa main une flèche rouge. Flèche qui permet au Gondor de faire appel à ses alliés en temps de guerre. On vous en parlait dans un de nos épisodes précédents. Chapitre 3, je pense. Oui, tout à fait. Quand un éclaireur, un envoyé, un messager du Gondor était venu jusqu'à Dunaro pour quérir l'aide du roi Théoden. Certains signes indiquent que ces 2 messagers fuyaient vers l'ouest quand ils sont tombés. Qu'ils aient trouvé la ville déjà assaillie ou qu'ils se soient fait prendre en chasse dès leur sortie, il est en tout cas certain que Denethor n'aura eu aucune nouvelle de la chevauchée des Rohirrim et leur arrivée imminente. « Alors, mieux vaut tard que jamais », dit Éomer avant de prendre congé de son roi. Je précise que c'est potentiellement le messager Ingold qui était passé justement. Oui, tout à fait. C'est certainement ça, mais étant décapités, évidemment, ils ne peuvent pas le savoir. Ouais. C'est ce que je me suis dit aussi à la relecture, c'est qu'en fait, c'était très certainement eux qui revenaient vers la cité. Triste nouvelle. Oui. Donc oui, ce brave messager, ils n'ont pas 20 flèches rouges à distribuer. Mais ils seront percés de main flèches rouges. L'armée du Rohan avance en silence dans la nuit. Au loin, on aperçoit une lueur rouge dans le ciel, alors qu'ils approchent du Pelennor. Le roi chevauche au milieu de ses troupes, suivi de Léoret d'Elfhelm. Merry remarque que Dernhelm s'avance juste derrière la garde du roi, habituellement plutôt tapi dans l'ombre. Une estafette partie en éclaireur revient avec des nouvelles. Il y a de grands feux et le champ de bataille est rempli de bruit, mais il semble qu'ils se dirigent vers l'assaut, sans prendre garde à leurs arrières. Vous rappelez-vous les paroles de l'homme sauvage, Seigneur ? Je vis en temps de paix, sur le plateau découvert. Je m'appelle Witfara, et à moi aussi l'air apporte des messages. Le vent tourne déjà. Il vient un souffle du sud. Il y a dedans une saveur de mer, si légère soit-elle. Le matin apportera des nouveautés. Au-dessus de la fumée, ce sera l'aube quand vous passerez le mur. Si vous dites vrai, Witfara, puissiez-vous vivre au-delà de ce jour des années bénies, dit Théoden. Il se tourne vers ses hommes et clame. Voici l'heure venue, cavaliers de la marche, fils d'Éorl. Les ennemis et le feu sont devant vous, et vos foyers loin derrière. Mais bien que vous combattiez sur un champ étranger, la gloire que vous récolterez sera vôtre à jamais.
Vous avez prononcé des serments, remplissez-les maintenant. Envers votre Seigneur, votre pays et la Ligue de l'Amitié. Les hommes frappent leurs boucliers de leurs lances. Ils donnent ensuite ses indications, et Éomer prendra la première Éored. Elle ira derrière l'étendard du roi, au centre. Elphelm prendra la droite, et Grimbold la gauche. Frappez! Frappez partout où l'ennemi s'assemblera. Nous ne pouvons faire d'autres plans, ne sachant pas encore comment les choses sont sur le terrain. En avant maintenant, et ne craignez aucune obscurité. La compagnie part aussi vite qu'elle le peut. Merry chevauche en croupe de Der-Helm, agrippé de la main gauche et s'efforçant de sortir son épée de la main droite. Il se rappelle les paroles du roi. « Que feriez-vous dans une telle bataille, Meriadoc ?» Uniquement ceci, encombrer un cavalier, espérant au mieux de rester dans mon assiette et de ne pas être piétiné à mort par des sabots galopants. Ils étaient à une lieue d'où se tenaient autrefois les murs extérieurs. En les atteignant, un cri sauvage éclate dans un fracas. Les orques stupéfaits sont tués ou chassés assez vite. Le roi s'arrête devant les ruines de la porte nord. La première Éored se range derrière lui et sur chacun de ses côtés. Der-Helm reste tout près du roi, bien que la compagnie d'Elf-Helm se trouve loin sur la droite. Les hommes de Grimbold s'écartent et passent par une grande brèche dans le mur, plus loin à l'est. Loin derrière, à environ 10 000, Merry peut apercevoir un grand feu. Mais il ne voit toujours aucun espoir de matin et ne sent aucun souffle de vent, changé ou non. L'armée avance sans un bruit dans le champ de Gondor, se déversant avec lenteur mais régularité. La pensée et la volonté du capitaine noir sont toutes entières occupées par la chute de la cité, et pour le moment, aucune nouvelle ne lui est parvenue pour l'avertir d'un accroc dans ses desseins. Théoden ne donne toujours pas de signal. Il se rend à l'est pour s'interposer entre les feux du siège et les champs extérieurs. Là, il s'arrête. Les chevaux sont inquiets. Le roi se tient sur Nivagrin, immobile, contemplant la chute de la cité, comme soudain frappé d'angoisse ou de peur. Il ressemble maintenant à un vieillard recroquevillé. Le temps semble suspendu. On aurait dit qu'ils étaient arrivés trop tard. Peut-être le roi allait fléchir et allait se cacher dans les collines, mais non, soudain, un changement. Le vent souffle sur le visage de Merry. Au loin, dans le sud, le matin s'étend. À cet instant, un éclair jaillit de la cité, aveuglant, et vient depuis les champs un grand grondement. Le roi, alors recourbé, se redresse brusquement comme un ressort. Il paraît de nouveau grand et fier. Il crie d'une voix forte, si claire que personne parmi ceux qui sont là n'en a jamais entendu de pareil chez un mortel. « Debout, debout, cavaliers de Théoden! Des événements terribles s'annoncent! Feu et massacre! La lance sera secouée, le bouclier volera en éclats! Une journée de l'épée, une journée rouge avant que le soleil ne se lève! Au galop maintenant! Au galop! À Gondor !» Il saisit un grand corps des mains de Guthalf, son porte-étendard, et lance une telle sonnerie que le corps se casse. Tous les corps de l'armée lui répondent à l'unisson, comme une tempête sur la plaine et le tonnerre dans la montagne. « Au galop maintenant! Au galop! À Gondor !» Le roi crie un ordre à son cheval Nivagrin et il bondit en avant, l'étendard du roi flottant derrière lui, un cheval blanc sur un champ vert. Les cavaliers de sa maison galopent dans un bruit de tonnerre, mais il est toujours en avant. Éomer chevauche, la queue de cheval de son casque flottant avec la vitesse, et le front de la première Éored mugit comme les flots déferlant sur la grève. Mais Théoden ne peut être rattrapé. Il semble emporté par la folie. La fureur de bataille de ses pères court comme un nouveau feu dans ses veines, et il est porté par Nivagrim comme un dieu de jadis, voire même comme Oromé le Grand à la bataille de Valar, quand le monde était jeune. Son bouclier d'or découvert brille tel une image du soleil, et l'herbe le flamboie de vert autour des pieds blancs de son coursier, car le matin se lève, le matin est un vent venu de la mer. Les ténèbres se dispersent, les hommes de Mordor gémissent, et la terreur s'empare d'eux. Ils s'enfuient et meurent, et les sabots de la colère passent sur eux. Alors toute l'armée de Rohan éclate en un chant. Les hommes chantent tout en massacrant, car la joie de la bataille est en eux, et le son de leur chant, qui est beau et terrible, parvient jusqu'à la cité. La chevauchée des Rohirrim. Et voilà, Et voilà. un Théoden comparé à Oromé. Ouais. Rien en que ça, course folle vers les murs de la cité. nous y sommes enfin. Et ils sont venus à l'aide du Gondor. Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'ils vont battre l'armée du Gondor? Oui. Mais pas tout de suite. Est-ce qu'ils vont battre l'armée du Mordor? Du Mordor, oui, du Mordor, effectivement. Mais je voulais revenir
c'est un épisode, ma foi, plutôt court, un chapitre plutôt court, hein, vous le voyez, vous l'entendez. Mais je voudrais revenir du coup un peu plus sur ces druidins, vite fait. Mais oui, revenons sur les druidins. C'est quand même la première fois qu'on les rencontre. Et la dernière fois. Et la dernière fois. Juste des petites anecdotes en plus que ce que j'ai déjà dit, hein, mais... Donc effectivement, je voudrais préciser par rapport à... Donc en fait, ce sont vraisemblablement les premiers hommes à passer l'Anduin vers l'ouest de la terre du milieu et du Beleriand, quand le Beleriand existait encore déjà, à passer l'Anduin, donc à passer au-delà, vers les terres du Rohan, etc. Les premiers hommes à le faire, parce qu'ils cherchaient des refuges contre les hommes qui étaient nés à l'est et qui étaient martyrisés par Sauron. Donc pour vous rappeler, les hommes, ils sont nés, on les appelle les Édins, ils sont nés à l'est de la terre du milieu. Et ils ont été très vite martyrisés beaucoup par Sauron, et il y a des peuples hommes qui ont migré, et vraisemblablement le Druidin sont le premier peuple à l'avoir fait, à avoir migré du côté du Rohan, des montagnes, là où il y aura la Moria plus tard, etc. Ah, donc ce seraient des hommes venant de l'Est. Oui, c'est vrai. Tous les hommes à la base viennent de l'Est, et comme c'est vraiment les hommes primitifs, ils étaient là déjà au premier âge, eh bien c'est les premiers à être venus de l'Est. C'est vraiment les premiers hommes à avoir exploré cette terre-là, quoi. Il y en a beaucoup qui sont installés dans les montagnes blanches, et il y en a une partie qui s'est mêlée au peuple de Halet. C'est un des 3 peuples majeurs des hommes. En fait, les hommes, en arrivant en Beleriand, ils vont se diviser en 3 peuples principaux, dont le peuple de Halet. Et les Druidins vont pas mal se mélanger au peuple de Halet. Ils vont aussi se mélanger aux 2 autres peuplades et aller en Beleriand. D'où le fait qu'il y en aura qui vont prendre part aux guerres du Beleriand. Ils vont donc... une partie va prendre part aux guerres du Beleriand, va aller à Numénor, et le reste, ceux qui restent, parce qu'ils sont quand même fait pas mal décimés en Beleriand, ils vont continuer à vivre du côté de Minas Tirith, des montagnes blanches, etc. Et c'est là qu'ils auraient, donc au second âge, qu'ils auraient créé Denarau pour se protéger des hommes de l'Est méchants de Sauron qui se ramenaient pas mal. Ouais, clairement. Et puis ensuite, ils ont assisté donc à l'arrivée ils ont quitté Numénor après que Sauron y était amené. Les derniers qui restaient là-bas, et puis ensuite ils ont assisté à l'arrivée des Numénoréens, les grands hommes venus de la mer qui ont un peu tout pris, et donc il en reste très peu au 3e âge, seulement du coup dans les montagnes blanches à cet endroit-là. Et alors petite anecdote, ils sont très discrets. On sait qu'ils sont très discrets, ils ont une capacité de pister, ils connaissent très bien la nature, et on dit même qu'ils étaient capables de rester immobiles jusqu'à ce qu'on les prenne pour de la pierre. Et du coup, je pense, c'est moi qui fais la déduction, on dit qu'ils se mettaient en position de méditation et qu'ils devenaient immobiles comme des statues. Je pense que les statues qu'on voit à Denarau, c'est un peu en référence à ça. Ces statues immobiles comme des petits bouddhas. Moi, je l'imagine vraiment ça, ces statues-là comme ça, quoi. C'est comme ces grands chemins en Inde ou quoi, vers des temples où tu as des statues de part et d'autre. Moi, je vois un peu Denarau comme ça. Presque comme cette statue qui se trouvait à l'entrée du chemin des morts, que lorsque le roi du Rohan s'était aventuré sur cette route, avait pu lui parler, et qui ne savait pas si c'était une pierre, si c'était un homme qui était mort, endormi ou autre, et que juste à son passage, il s'était comme réveillé pour lui parler, et qu'après il n'avait plus prononcé un mot. Ça se demandait même si ces statues, ce ne sont pas des druidins qui ont fini par se figer, se calcériser en fait avec le temps, et qui sont devenus de la pierre, mais qui... Ils étaient bel et bien vivants avant de le devenir ainsi. Et au niveau de l'étymologie de leur nom, parce qu'en fait, surtout du nom que le peuple du Rohan emploie, ils les appellent donc les Vos, les Vos. En fait, ça vient de, je vous l'avais déjà expliqué, mais la langue du Rohan, c'est du vieil anglais, tout simplement. Et les Vos, ça vient de l'anglo-saxon Vasa. Non pas avec un W, mais donc pas Waza, comme comme la célébrissime pub, mais ça s'écrit Waza avec un W, qui donc de l'anglo-saxon Waza, qui viendrait de Voodoo Waza, qui veut dire homme sauvage des bois. Et donc voilà, ça a été ça a été changé en Woz par les Rohirrim. Donc voilà, ça veut dire en anglo-saxon homme sauvage des bois.
tout simplement. C'est explicatif. Mais oui. Mais revenons du coup sur cette bataille. C'est pas encore une bataille, hein, ce n'est que le début d'une charge en soi. Ouais. On est encore sur une fin de chapitre assez Encore des cliffhangers. cliffhangeresque, oui, parce que finalement la suite viendra. Est encore à venir en tout cas. On est encore un petit peu. C'est vrai que ça fait 2 chapitres qu'on est. Ça fait monter la tension. La bataille a quand même bien eu lieu là au Gondor. Ils ont pété la porte. Et c'est vrai qu'il y a déjà eu une bonne bataille. Mais ouais. La fin de ce chapitre s'inscrit aussi dans Elle rejoint la temporalité de la fin du précédent chapitre. Oui. Où au moment où ils arrivent sur les champs de Pelennor et ils commencent leur charge, c'est le moment où la porte vient d'être brisée et où le roi sorcier, prêt à porter un coup à Gandalf, se ravise car on entend le chant du coq et le soleil se lever. Et l'espoir revient dans les troupes des hommes. Et finalement, tous des petits dominos qui permettront la victoire des hommes là, sur le Mordor. Finalement, on voit qu'ici, Sauron est vachement pressé. Il ne prend même pas la peine de bien garder ses arrières, les côtés nord et sud des murs de Pelennor, parce qu'il a l'impression qu'il va gagner. Il doit le faire en une victoire éclair. Et il ne prévoit pas l'arrivée des Rohirrim à ce moment-là. Il pense avoir frappé un trop grand coup. Et en fait, non. Et c'est grâce à Aragorn, visiblement, qui donc l'a confronté et l'a forcé à se dépêcher, et ce qui permettra aussi à Frodon et Sam de passer inaperçus au Mordor. Donc tout ça n'est que la conséquence de petites décisions. Et de la victoire à Isengard aussi, grâce aux Ents. Je veux dire, si on remonte un peu en avant, parce que du coup, sans ça, les Rohirrim ne seraient tout simplement pas là, parce qu'il n'y a plus de Rohirrim. Donc il y a ça, aussi, et ils n'auraient pas Palantir non plus. Ouais. Peut-être que Saruman s'imagine aussi une victoire... Enfin, une défaite de Saruman, mais moins éclatante que ça, quoi. Non, donc voilà, là on voit que Sauron finalement il est très impressionnant de par le nombre de son armée, de par sa puissance et sa terreur, mais il a aussi ses failles, quoi. Il n'est pas parfait, il est pressé, il a peur, il a besoin de clore très très vite la guerre, et en fait ça va causer sa perte. Ne peut-on pas voir là une morale quant à l'empressement dans la vie? On peut le voir ainsi, oui, il y a quelque chose de cet ordre-là, surtout en comparaison avec ces Duryodhins qui peuvent, eux, rester à l'arrêt jusqu'à presque devenir des statues et qui semblent s'en porter très bien. Le monde moderne. Une réflexion sur l'ascèse, sur le bouddhisme, voilà. sur certaines de ses vertus. Mais quand on sait que Tolkien, il aimait justement prendre son temps et les joies de la vie simple, de fumer sa pipe au côté de sa cheminée calmement. Les éléments qui ressortent de ça, quoi. Bon, par contre, voilà, aujourd'hui ce sera un épisode un peu plus court malgré nous. Bah oui, c'est comme ça. Ça arrive, c'est pas à nous qu'il faut en vouloir, c'est à Tolkien directement. Vous pouvez lui adresser vos recommandations, vos réclames. Mais c'est vrai que c'est assez drôle. On s'en fout un petit peu, j'avoue, mais le chapitre précédent était vraiment très long. Et celui-ci est, pour le coup, très court. Ouais. Donc voilà, ça donne évidemment des petites inégalités. Mais... On se permet de blablater, on pourrait raconter notre semaine et tout ce qui s'y passe. Est-ce qu'on n'en profiterait pas pour... C'est l'anecdote du saucisson, c'est le moment. L'anecdote du saucisson. Pour les personnes qui nous ont suivis jusqu'à la fin de cet épisode, je pense que c'est le moment de dévoiler cette histoire du saucisson. D'autant plus qu'elle est vraiment fantastique. Je sais même pas ce qu'on va raconter dans cette histoire. Non, je vais pas la raconter, moi je préfère. J'ai l'impression que tu ne veux vraiment pas la raconter. J'ai l'impression que tout a déjà été raconté en fait. Donc je préfère que ça reste déjà tout a été raconté. Je préfère que ça reste un mystère. Ou alors quand ce sera propice dans l'aventure de nos héros, peut-être que. On va devoir attendre de revenir à Préolard pour que tu en parles. À Préolard. J'y reviens à chaque fois. À Préolard, pardon. À Brie. C'est la plus révélateur. Parce que je pensais à du lard et à ton saucisson. Moi je préfère que ça reste un peu comme une forme de fantasme cette histoire. Ok, ça me va. Moi, je m'oppose totalement à ce que Cyril est en train de faire, mais bon, c'est lui qui a la primeur sur son anecdote, alors je vais lui laisser l'honneur de la raconter ou pas. En tout cas, voilà, c'est une fin de chapitre, c'est une fin d'épisode. C'est déjà la fin de cet épisode, et en plus, nous vous laissons sur une scène climactique, sur le cliffhanger, mais nous aurons quand même le plaisir de vous retrouver très vite, à savoir dimanche prochain, pour la très attendue bataille des champs de Pelennor, épique, riche en surprises, en morts aussi.
riche en émotions Oh. et aussi en one-liners cultes, n'est-ce pas? Alors si vous ne voulez pas manquer cet épisode, si peut-être vous espérez entendre la fin de l'anecdote du saucisson de Cyril, ce sera peut-être dans l'épisode suivant. Si cet épisode-ci vous a déjà plu, alors n'hésitez pas à lui laisser une note sur la plateforme avec laquelle vous l'avez écouté. Partagez-nous vos remarques, vos petits mots doux, vos commentaires, vos questions, vos réflexions sur notre page Facebook, Instagram, par email toujours. Et je vous dis, chers auditeurs, chères auditrices, ainsi qu'AFX et Cyril, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.